Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et je veux évidemment commencer par dire que nous sommes extrêmement inquiets de la décision qui a été prise hier par le cabinet de Netanyahou pour conquérir Gaza, si je reprends les termes qui ont été utilisés, et ce alors que depuis 2 mois, il n'y a plus aucune aide humanitaire, aucune nourriture, aucun médicament qui ne rentre dans l'enclave de Gaza, avec d'une indignité totale un cabinet du gouvernement d'extrême droite qui dit qu'il y a assez à manger dans la bande de Gaza, alors que toutes les organisations internationales démentent ce fait, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, et que la famine est toujours utilisée comme arme de guerre, et ce, alors que depuis 19 mois continue un génocide qui foudroie notre humanité commune. Et je veux redire qu'il est plus que temps que la France reconnaisse l'État de Palestine. La France ne peut pas attendre juin pour le faire, et je rappelle que nous n'avons aucune réponse à une lettre que j'ai adressée au président de la République et qui a aussi été adressée par les juristes pour le droit international, qui demande qui a autorisé l'avion de Netanyahou à survoler l'espace aérien français. Je rappelle que Netanyahou est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que, selon les sources journalistiques et diplomatiques, non seulement l'avion de Netanyahou a survolé l'espace aérien français, mais en plus de cela, il a fait un détour de 400 km pour ne pas passer au-dessus de l'Irlande, de l'Islande ou encore des Pays-Bas, qui, eux, disaient qu'ils allaient justement honorer les engagements internationaux qui impliquaient de ne pas laisser Netanyahou sur le territoire souverain de notre pays. Donc nous demandons toujours des réponses sur cette question. Et je le dis, même si Raphaël Arnaud va en reparler juste après, qu'il est d'autant plus scandaleux dans cette intensification du génocide de vouloir dissoudre à la fois Urgence Palestine et la Jot-Garde dans ce contexte. Je continue juste sur un déplacement que j'ai fait la semaine dernière avec le soutien du planning familial, mais aussi Manon Aubry, coprésidente du groupe de la gauche européenne, où nous avons apporté aux militantes féministes en Pologne, les militantes Abortion Dream Team, des centaines de pilules abortives et de contraception d'urgence. Je suis fière que nous ayons organisé une telle solidarité concrète et veux remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué pour ces pilules, notamment les députés insoumis et militants insoumis, qui sont des pilules qui sauveront peut-être la vie de femmes. Je rappelle qu'en Pologne, depuis 2020 et la quasi-interdiction de l'avortement, ce sont 7 femmes qui sont mortes, et qu'en Pologne, avec une des lois les plus restrictives d'Europe, il est notamment interdit de mettre fin à une grossesse même lorsque le fœtus n'est pas viable, ce qui veut dire qu'on force des femmes à continuer une grossesse jusqu'à 9 mois pour ensuite accoucher d'un nourrisson qu'elles regardent agoniser sous leurs yeux. Et nous sommes d'autant plus fiers d'avoir fait ce voyage de solidarité concrète qu'il s'inscrit dans une histoire longue de solidarité entre les Françaises et les Polonaises, puisque, comme vous le savez peut-être, avant 1975, avant que l'avortement soit légal en France, eh bien, les Françaises allaient justement avorter en Pologne, où l'avortement était gratuit et libre. Et nous continuerons évidemment à nous battre pour que partout les femmes puissent disposer de leur corps. Évidemment, la semaine dernière, les députés insoumis étaient présents en nombre pour le 1er mai partout dans le pays, aux côtés des syndicats et de centaines de milliers de manifestants qui manifestaient à la fois pour l'augmentation des salaires, pour de nouveaux droits et le partage des richesses, et ce, alors que la France est championne d'Europe de versement de dividendes, mais aussi, malheureusement, détient le triste record d'Europe sur le nombre d'accidents du travail, avec, vous le savez, 2 personnes qui meurent du travail chaque jour, et dans un moment de casse sociale sans précédent. Nous réaffirmons ici que nous exigeons la nationalisation de Vancorex, mais aussi la nationalisation d'ArcelorMittal. Et évidemment, le groupe parlementaire insoumis sera aux côtés des salariés en lutte le 13 mai prochain lorsqu'ils se rendront à Paris. Cette semaine, nous serons fortement mobilisés sur le texte contre les déserts médicaux, dont nous venons d'apprendre, puisque nous allons continuer le texte Boualem-Sansal, qui a commencé hier seulement avec la discussion générale, dont nous avons demandé qu'il soit remonté après le texte de Boualem-Sansal pour s'assurer qu'il puisse être examiné jusqu'à la fin, puisque, comme vous le savez, nous n'avons pu voter pour l'instant que le premier article, et à la fois le RN, mais aussi les macronistes hors modem s'y sont opposés. Et donc, je pense que les millions de personnes dans notre pays qui sont privées de soins, qui se trouvent dans des déserts médicaux, apprécieront qu'ils aient ainsi refusé et qu'ils mettent en danger ce texte pourtant si important et qui est, je le rappelle, un texte transpartisan. Dimanche, nous serons évidemment mobilisés pour la marche contre l'islamophobie, suite au meurtre islamophobe
de Aboubacar Cissé. Je rappelle ce que disait la défenseure des droits aujourd'hui, qui disait que dans les 5 dernières années, un musulman sur 2 avait été victime de discrimination. Et donc, nous resterons évidemment mobilisés puisque l'islamophobie tue, et nous l'avons encore vu avec Aboubacar Cissé. Et enfin, je vous annonce, avant de passer la parole, qu'avec Bastien Lachaud, nous nous rendrons cette semaine en Nouvelle-Calédonie Kanaki, un an après les révoltes qui ont coûté la vie à 14 personnes suite au passage en force par l'État sur le dégel du corps électoral, et ce, alors qu'en Nouvelle-Calédonie Kanaki, la situation sanitaire, la situation économique et la situation sociale est absolument catastrophique, et nous aurons donc faire une rencontre de l'ensemble des acteurs avec Bastien Lachaud. Et je vais tout de suite passer la parole à Raphaël Arnaud. Bonjour à tous. La dernière fois que je suis venu ici, c'était à la suite d'une menace de plainte de la part de Bruno Retailleau, suite à un tweet que j'avais formulé en solidarité avec le peuple kanak et contre les répressions policières, et notamment les morts qu'il y avait pu avoir à la suite de ces répressions. C'est tout simplement avec une continuité raciste et autoritaire que le gouvernement compte ainsi poursuivre sa politique, notamment à l'instar de Bruno Retailleau, en annonçant des procédures de dissolution et de la Jeune Garde, mouvement antifasciste auquel j'appartiens, auquel je suis le porte-parole, et aussi d'Urgence Palestine. Vous doutez bien, comme l'a rappelé Mathilde Panot, qu'au vu du contexte de génocide à Gaza, de l'accentuation de la politique de Netanyahou, notamment en empêchant toute aide humanitaire, c'est gravissime que d'empêcher une des seules et rares organisations de Palestiniens et Palestiniennes à pouvoir s'organiser politiquement et dignement en France, comme ils l'ont fait depuis le début du mouvement, c'est-à-dire avec des manifestations qui se sont toujours bien déroulées, et évidemment de lutte contre tous les racismes et toute forme de colonialisme. Pour ce qui s'agit de la Jeune Garde, il est bon de rappeler que c'est quand même sous ordre direct du Rassemblement national que cette procédure de dissolution a été annoncée par Bruno Retailleau, notamment à travers un député du Rassemblement national. Il est bon aussi de rappeler que le Rassemblement national, ce n'est pas n'importe quel parti, puisqu'on nous accuserait d'une prétendue violence, alors que le RN, on parle quand même du seul parti représenté à l'Assemblée nationale qui est lié à au moins 3 affaires de terrorisme, dont siègent sur ces bancs, ici même, des députés qui ont été condamnés pour violence à l'arme à feu. Mais manifestement, ces violences n'ont pas l'air de déranger le ministre de l'Intérieur, d'autant plus lorsqu'il s'agit de violences qui ciblent directement les musulmans, comme on l'a pu le voir récemment avec l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Donc, vous vous doutez bien, avec la Jeune Garde et Urgence Palestine, nous ne sommes pas seuls et nous n'avons jamais été seuls. Et c'est d'ailleurs, je pense, la plus grande erreur du gouvernement, c'est qu'évidemment, il s'attaque à l'ensemble de nos structures politiques, associatives, syndicales, puisque nous réunirons ce soir à Stalingrad à 19h pour un grand meeting. Il y aura notamment la venue de Jean-Luc Mélenchon, des écologistes aussi, du Parti communiste français, d'Attaque et tout un tas d'autres structures, encore une fois, associatives, partisanes ou syndicales. On rejoindra aussi évidemment la manifestation de ce dimanche 11 mai contre l'islamophobie, parce qu'encore une fois, tout ça est une continuité, c'est un agenda raciste et autoritaire que tente de nous imposer le gouvernement. Et donc nous serons évidemment 2 fois plus présents encore ce dimanche en solidarité avec Aboubacar Cissé. Bien, quelques mots que j'ai d'ailleurs d'évoquer en conférence des présidents pour dire mon désaccord sur la méthode et le fond au sujet de l'annonce du Premier ministre dans les pages du JDD d'un possible référendum sur les questions budgétaires, un texte budgétaire qui pourrait avoir lieu à l'automne. Pourquoi un mécontentement? D'abord parce que tout ça vient 2 semaines après la première réunion d'un comité d'alerte et d'une conférence de presse du Premier ministre, comité d'alerte qui réunissait à la fois les présidents de commission, les différents groupes à l'Assemblée, mais aussi les syndicats, les organisations patronales, les institutions, et qui avait théoriquement pour mission de préparer de manière plus collégiale le budget, confère les problématiques qui étaient apparues en 2023-2024 sur l'explosion des déficits et des chiffres qui avaient été très longtemps masqués, notamment aux parlementaires. Bien. Or, 2 semaines après, on apprend tout d'un coup que le Premier ministre, dans ce calendrier, imagine un référendum. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça augure mal de ce travail collégial. Travail collégial qui, soit dit en passant, pour l'instant, se contente de dire que nous aurons droit en juillet, mi-juillet, à une lettre de cadrage budgétaire
ce qui est exactement la règle même constitutionnelle. Ça s'appelle le tiré à part, c'est tous les ans, c'est notamment le 15 juillet. Et si nous ne l'avons pas eu l'an dernier, c'est une anomalie et non pas une tradition. Bon, la deuxième chose pour laquelle tout ça me semble saugrenu, c'est que chacun pourra évidemment comprendre facilement qu'un texte budgétaire ne peut pas se résoudre à oui ou non, qui est à peu près le propre quand même d'un référendum. C'est un texte qui nécessite d'être débattu, d'être amendé, d'être modifié et qui par essence est un texte parlementaire. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que le Parlement, l'Assemblée nationale, est né au moment de la Révolution française d'abord des questions budgétaires. Donc c'est une des prérogatives centrales de l'Assemblée nationale et c'est de façon d'imaginer quelque chose qui, à mon avis, en plus ne passera pas la rampe d'un point de vue constitutionnel si jamais le Premier ministre voulait aller plus loin, et évidemment incongru, loufoque, on pourra utiliser les termes tout qu'on voudra. Et puis troisièmement, sur le fond, c'est un peu étonnant, puisque dans cette interview, en gros, le Premier ministre prend ses distances avec les groupes politiques, dont il estime qu'en réalité, ils sont dans l'incapacité de résoudre les grands défis que nous avons sur des questions budgétaires. C'est quand même paradoxal d'avoir cette proposition au moment même où, depuis 3 ans, l'Assemblée nationale n'a plus le droit de voter sur le budget avec le 49.3 et du fait qu'on a des gouvernements minoritaires. Donc sur le front politique, j'allais dire au Premier ministre que s'il veut respecter la démocratie, il a plutôt la solution 1 déjà de faire un projet de loi de finances rectificative au lieu de changer le budget 2025 par décret comme il est en train de le faire. Et puis la deuxième chose, par exemple, de s'engager, vu la situation politique dans laquelle nous sommes, à ne pas utiliser le 49.3, qui permettrait d'avoir un vrai débat et des vraies modifications de ce budget. Je pense que ça serait préférable à ces idées saugrenues de référendum qui, à mon avis, j'ai écouté tout à l'heure le ministre Mignola essayer de nous expliquer ce que c'était. Je n'ai pas bien compris. Je crois qu'il n'a pas non plus compris lui-même en conférence des présidents. Et à mon avis, je pense que le Premier ministre n'y croit pas non plus et que c'est une façon un peu d'occuper le terrain et de repousser la logique qui voudrait amener à une motion de censure du gouvernement si il utilise le 49.3. Voilà ce que je veux dire sur cette question. Juste une petite information, j'ai aussi demandé à la fin de la semaine dernière à Bercy de me donner tous les documents relatifs aux aides publiques sur ArcelorMittal, c'est-à-dire ce qui a été versé, ce qui est promis, etc., tous les contrats. Et si je ne les ai pas en ce début de semaine, j'irai moi-même les chercher à Bercy. Merci. Bérangère Sernon. Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, depuis lundi et ce jusqu'à la fin de la semaine, les cheminots se mobilisent pour des revendications liées à 2 sujets qui concernent principalement ce qu'on appelle à la SNCF les personnels roulants, donc à savoir les contrôleurs et les agents de conduite. Cette grève n'est pas un caprice, c'est le cri d'alerte de cheminots qui sont à bout et d'une demande de juste reconnaissance du travail effectué avec toutes les contraintes que cela engendre, des contraintes professionnelles, mais aussi familiales très importantes qui épuisent les corps et les esprits. Alors les cheminots demandent 2 choses. En premier lieu, une stabilisation de ce qu'on appelle les éléments variables de solde des personnels roulants, à savoir que ça représente entre 30% et même jusqu'à 50% du salaire chez les agents de conduite. Les contrôleurs demandent à ce que leur prime de travail soit revalorisée, tout comme la prime traction des agents de conduite, qui date des années 70 et qui est devenue archaïque de par les réorganisations de l'entreprise incessantes depuis à peu près 20 ans. Il est urgent de revoir ces mécanismes, mais aussi de les pérenniser, notamment lorsque les agents sont en arrêt maladie, puisqu'ils les perdent. Et tout cela pose un certain nombre de contraintes. Et dans un contexte où, je le rappelle, l'entreprise a fait 1,5 milliard d'euros de bénéfices, à l'heure où la productivité a explosé à la SNCF. Et donc, il y a largement les moyens de revaloriser ces primes, sachant qu'il s'agit juste finalement d'une question de répartition des richesses, qui crée la richesse et qui peut en bénéficier. Cette demande d'augmentation salariale correspond, je l'ai dit, à une charge de travail qui a explosé et des journées de service qui sont donc du coup toujours plus denses, mais aussi avec une multiplication des tâches. En deuxième lieu, et c'est le plus important, mais qui est malheureusement trop souvent oublié, c'est qu'il demande la gestion catastrophique des plannings des agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des plannings qui sont totalement intenables, des modifications des services incessantes et des repos notifiés au dernier moment. Ce problème, il est lié directement au choix de gestion de l'entreprise sous l'impulsion du ministère,
puisque par volonté d'économie, il a été fait le choix de supprimer des centaines de postes de ce qu'on appelle les fonctions transverses pour les remplacer par des logiciels de gestion du personnel, sauf que, comme n'importe quel logiciel, un logiciel ne sait pas gérer l'humain, et lorsqu'on parle de planning, eh bien, il y a besoin d'avoir de l'humain et de prendre en considération ces problématiques-là. La vie professionnelle, mais surtout familiale de ces agents est déjà très compliquée, puisque environ 1 jour sur 2, vous ne dormez pas chez vous, puisque vous avez des horaires atypiques. Eh bien, le fait de modifier en permanence ces plannings, ça rend encore plus difficile la vie de famille. Et je vous laisse imaginer les contraintes auxquelles vous vous retrouvez confrontés, que ce soit pour avoir une vie privée, mais aussi avoir la garde de vos enfants et tout un tas de choses. En guise de négociation, on a des rencontres qui sont prévues seulement en juin, ce qui est trop peu, trop tard, et c'est surtout en dessous de tout. Alors, je profite de ce conflit pour faire un peu un état des lieux, pour le rappeler que dans le même temps, on a une conférence de financement qui se tient actuellement, qui a été assez poussive. J'ai vu ce matin, par exemple, que M. Gérard Le Sel n'avait pas pu se dégager parce que le délai était trop court, notamment pour tenir sa table sur la question du fret ferroviaire. Ça fait un peu amateurisme. Et donc, cette conférence se tient dans un contexte où, on le sait tous, budgétaire contraint, mais nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une réelle prise en compte de la question du ferroviaire avec un plan pluriannuel de financement à long terme qui prend en compte les besoins humains, mais bien évidemment écologiques. Il y a urgence au vu de l'état de vieillissement du réseau, mais aussi de l'attente des usagers avec un certain nombre de petites lignes qui sont en grande difficulté. Je tiens également à dénoncer les propos du ministre des Transports qui a estimé dans un premier temps que les revendications n'étaient pas légitimes pour finalement rétropédaler quelques jours plus tard. Sans doute venait-il de prendre connaissance du dossier. Mais il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a récidivé également en expliquant qu'il n'y aurait pas grève le 8 mai, étant donné que c'était un jour férié et que les cheminots étaient payés double. C'est faux. Les cheminots sont payés avec une revalorisation de 5 € brut par heure, le week-end, les jours fériés. Et donc, je vous laisse faire le calcul. Si ça, c'est être payé double, alors il y a, comme qui dirait, un problème dans l'équation. Donc là aussi, on demande des excuses de la part du ministre des Transports, parce que finalement, ça ne sert qu'à discréditer, qu'à stigmatiser les cheminots, mais aussi à attaquer un droit fondamental qui est le droit de grève. Le droit de grève, ce n'est pas une anomalie à corriger. C'est en quelque sorte, alors même si on n'aime pas trop ça, le 49.3 de celles et ceux qu'on n'écoute pas. C'est le garde-fou contre leur vision, celle du tout privé, du tout rentable. Et la grève permet d'obtenir des avancées sociales. Et il n'y a aucune avancée sociale sans lutte des classes. Alors oui, cette grève est légitime, elle est plus que jamais nécessaire. Et vive ceux qui luttent, et vive la classe ouvrière. Merci beaucoup. Et pour terminer, Emmanuel Fernandez. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le savez, ce jeudi, nous commémorons les 80 ans de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Et moi, je vais aborder un sujet mémoriel encore largement inachevé. C'est la reconnaissance de la tragédie de l'incorporation de force dans les armées allemandes ou dans des structures nazies pour des dizaines de milliers de Mosellanes, de Mosellans, d'Alsaciennes et d'Alsaciens durant la Seconde Guerre mondiale. Près de 130 000 hommes et 15 000 femmes ont été arrachés de force à leurs proches et à leurs familles pour aller combattre avec un uniforme qui n'était pas le leur, contre un ennemi qui n'était pas le leur et servir une cause qui n'était pas la leur. 24 000, malgré nous, sont morts au front, 16 000 en captivité, dont environ un quart au camp de Tambov en Russie. Des hommes donc, mais aussi des femmes qui bien souvent ont laissé derrière eux des orphelins dont 3 500 vivent encore aujourd'hui et sont à la recherche d'une reconnaissance pleine et entière de cette tragédie. Dans les 3 départements concernés, l'incorporation de force durant la Seconde Guerre mondiale est encore un tabou et une plaie largement ouverte. Et dans le reste de la France, soit cette incorporation de force est largement méconnue, ou alors quand elle l'est, son caractère forcé est bien souvent nié. Pourtant, pour les réfractaires, ce sont leurs familles, enfants compris, qui étaient expropriés, internés dans un camp de concentration en Alsace qui s'appelle le Struthof, puis déportés en Allemagne quand ils n'étaient pas exécutés sur place. Alors certes, des pas dans le bon sens ont été effectués récemment, puisque dans le cadre des 80 ans de la libération de Strasbourg, le président de la République a annoncé en novembre dernier que la tragédie des malgré nous et des malgré elles devait être nommée, reconnue et enseignée, car elle est celle de la nation. Ce sont les mots du président de la République. Mais pour que cette reconnaissance soit pleine et entière,
il faut permettre l'indemnisation des orphelins des incorporés de force, comme sont indemnisés depuis 2004, au titre d'un décret, les orphelins des autres victimes de la barbarie nazie. Alors dans ce but, j'annonce aujourd'hui que j'ai préparé une proposition de loi inspirée d'un amendement adopté lors de l'examen du dernier budget en commission de la Défense, mais également en commission des Finances. Cet amendement avait été adopté. Il avait été déposé à l'identique par un certain nombre d'autres députés alsaciens et mosellans. Et donc, je propose aujourd'hui que ces autres députés co-signent cette proposition de loi pour en faire un texte transpartisan qu'on puisse amener à l'agenda de cette Assemblée, faire examiner et, je l'espère, faire voter rapidement. Donc, le 8 mai 1945, c'était il y a 80 ans, c'est une vie entière. Et il est plus que temps de parvenir à une reconnaissance nationale pleine et entière du drame de l'incorporation de force par les nazis en Alsace et en Moselle. Je vous remercie. Merci. Question. Madame Palot, sur la visite du président. Attendez, il faut juste attendre le micro. Bonjour, Pierrick Bonneau, France Info. Sur la visite du président syrien à Paris, reçue par le président Macron, est-ce que c'est une bonne idée ? Bah oui, je crois qu'il y a eu un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et donc je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait des liens entre la France et la Syrie est effectivement une bonne idée, oui. D'autres questions ? L'ouvrage La Meute sort demain, une enquête donc sur le mouvement La France Insoumise qui dépeint des violences, des purges à répétition. Quelle est votre réaction ce matin ? Écoutez, je n'ai pas envie de commenter un ouvrage qui collectionne à la fois des ragots et des mensonges, puisque beaucoup des faits rapportés dans ce livre sont faux, sont des mensonges. Je pourrais en citer de nombreux, y compris lorsqu'on le regarde, ce livre, si on le croit, dans ce mouvement, tout le monde se détesterait. J'ai vu des passages circuler dans lesquels un tel comploterait contre l'autre, l'autre essaierait de prendre la place de l'autre. Ce n'est pas du tout ce qu'est la France insoumise. Et d'ailleurs, dans ces passages-là, j'ai même vu des gens qui sont censés se détester, qui sont en fait amis dans la vraie vie. Donc, je crois que la France insoumise ne correspond absolument pas à ce que fait ce livre. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à rejoindre la France insoumise. Et ils verront que cela n'a rien à voir. Je note d'ailleurs, par ailleurs, qu'aucune idée politique ne se trouve dans ce livre. Aucune de nos campagnes, aucune de nos mobilisations, ça n'a pas l'air de les intéresser. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui le veulent et qui sont d'accord avec notre programme à nous rejoindre dans la lutte contre la Macronie et contre l'extrême droite. Autre question ? Oui, Serge Faubert, Pure Politique. Vous organisez un meeting ce soir avec Urgence Palestine. Dans les manifestations, cette organisation scande à propos de la Palestine, de la mer à la rivière. Je voulais savoir si c'était la position de la France insoumise ou pas. Je crois que la position de la France insoumise a toujours été très claire, c'est d'appeler à la paix, à la fin du génocide et d'appeler à la solidarité internationale envers tous les peuples qui subissent des oppressions. Et c'est exactement ce à quoi on s'est employé, ce à quoi on s'est battu et ce à quoi on va continuer à se battre. Effectivement, chacune des organisations a sa sensibilité, exprime sa sensibilité politique par rapport à ce génocide en cours. Ceci dit, par contre, évidemment, nous soutiendrons évidemment Urgence Palestine contre cette dissolution. C'est pourquoi nous faisons ce meeting en commun, parce qu'encore une fois, tout ça est un continuum raciste et autoritaire de la part du gouvernement, notamment à l'instar de Bruno Retailleau. Peut-être pour continuer sur la réponse qui a été faite, nous avons décidé, dans un moment où le droit international est fortement attaqué, de soutenir très fortement la position des résolutions des Nations Unies sur la position à 2 États. Et notamment, c'est ce pourquoi nous ne cessons de demander depuis 19 mois que la France reconnaisse l'État de Palestine, comme l'a fait l'Espagne récemment, comme l'ont fait d'ailleurs la majorité des États dans le monde, qui serait, je crois, un puissant symbole au moment notamment où, je le rappelle, Netanyahou vient d'annoncer avec son cabinet qu'il voulait conquérir la bande de Gaza et qu'ils étaient d'accord avec le plan que Trump a réitéré à de nombreuses reprises, qui s'appelle un nettoyage ethnique, c'est-à-dire vider entièrement les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc nous sommes très fortement dans l'idée de soutenir les résolutions de l'ONU. Après, je vais vous dire,
il y a effectivement des Palestiniens qui soutiennent le fait qu'il y ait un État binational. Est-ce que ça fait d'eux un problème, puisque nous avons des organisations internationales qui dénoncent l'apartheid, la politique d'apartheid qui est menée par Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, et certains disent qu'il faudrait un seul État avec un État binational. Voilà, c'est ça que va le dire probablement Urgence Palestine, mais je le rappelle, la position de la France insoumise est celle de la solution à 2 États. Oui. Bonjour. Il y a déjà eu des enquêtes ou des articles sur le fonctionnement de la France insoumise. Est-ce que vous redoutez que ce livre en particulier vous cause du tort au mouvement ? Non, je redoute juste que si certains le lisent, puisqu'il faut avoir du courage pour lire ce livre, que si certains le lisent, ils ne découvrent que mensonge après mensonge. Je vais vous prendre un exemple sur des faits qui sont faux. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon aurait dit à Manuel Bompard « achète-toi un cerveau ». Ces paroles n'ont jamais existé. À un moment, il parle d'une députée France Insoumise qui élèverait ses enfants seuls. C'est faux, elle élève ses enfants avec son mari. Il est même noté, je le dis un peu pour que ça soit risible, que Jean-Luc Mélenchon aime boire un verre de vin blanc après les meetings. Il se trouve que quiconque a déjà vu Jean-Luc Mélenchon après un meeting sait qu'il aime boire généralement un verre de vin rouge, éventuellement un vin du Jura. Je veux dire, donc tout est factuellement faux et contestable dans ce livre. Et encore une fois, on ne parle pas une seule fois de politique. Or, si nous sommes des responsables politiques, c'est d'abord et avant tout pour proposer un autre projet de société à ce pays. S'il vous plaît. Victor Boiteau à Libération, est-ce que vous avez bien demandé à vos députés de ne pas réagir à la sortie de ce livre ? Je viens de répondre à vos questions, mais par contre, nous sommes libres de répondre ou non à des interventions et à des invitations médiatiques, je vous le confirme. Merci beaucoup.